Imagine vivre dans une maison en feu, courir d'une pièce à l'autre, essayant d'éteindre chaque étincelle avec les mains nues, sans te rendre compte que le véritable incendie est dans ton esprit. C'est ainsi que vit celui qui ne maîtrise pas ses pensées. Anxieux, épuisé, pris dans un cycle invisible qui consume de l'intérieur. Le problème est que beaucoup se sont déjà habitués au feu. Ils ne cherchent plus à sortir. Ils ont juste appris à brûler en silence. Et quand la douleur devient routine, tu commences à croire que c'est la vie, que cette pression dans la poitrine est normale, que d'être en alerte tout le temps fait partie du jeu, que tu ne peux rien faire, que tu as simplement dû vivre ainsi. Mais ce n'est pas la vie, c'est la survie émotionnelle. Et le stoïcisme existe pour que tu arrêtes de te traîner et commences à marcher fermement. Ce n'est pas une question de répéter des phrases motivantes. Il s'agit de reprogrammer la façon dont tu vois le monde. Il s'agit d'arrêter de se battre contre tout et de commencer à te gouverner toi-même. Marc Aurèle ne parlait pas de paix depuis un jardin. Il parlait depuis la bataille. Épictète n'enseignait pas la liberté depuis une tour, mais depuis ses cicatrices. Et Sénèque ne te disait pas que tout allait bien, il te disait que tu devais être prêt pour quand ce ne serait pas le cas. Ici, tu n'entendras pas de mots doux. Ici, tu vas te confronter à toi-même. Parce que tu n'es pas faible, tu es distrait. Tu as passé trop de temps à te concentrer sur ce que tu ne peux pas contrôler. Tu as fait de l'anxiété ta routine, du stress ton langage, de la souffrance ton bouclier. Mais cela peut être brisé, et pas avec de la magie, mais avec de la philosophie appliquée. Le stoïcisme est un entraînement mental. C'est voir la réalité telle qu'elle est, pas comme tu le voudrais. C'est apprendre à penser avant de réagir, à respirer avant de s'effondrer, à agir avec tempérance quand tout semble s'effondrer. Parce que la véritable force ne crie pas, elle se tient en silence. Et cela, oui, ça s'entraîne. Reste jusqu'à la fin si tu es prêt à arrêter de souffrir pour ce que tu ne peux pas contrôler. Reste si tu es prêt à te confronter à toi-même, à regarder en face tes peurs, tes pensées et tes blessures. Parce que ce n'est pas un scénario pour te divertir, c'est un guide pour te libérer. 1. Libère-toi du piège mental de l'anxiété. L'anxiété est comme une alarme défectueuse qui sonne tout le temps. Peu importe s'il y a un danger ou non, elle se déclenche. Et le pire, c'est que tu apprends à vivre avec ce bruit constant au fond de ta tête, comme s'il faisait partie de toi. Tu t'habitues à ce que ton esprit crie chaque fois qu'une incertitude, un changement, une possibilité apparaît. Mais cette alarme ne prédit pas l'avenir, elle amplifie seulement tes peurs. Et si tu ne la remets pas en question, tu finiras par obéir à une menace qui n'existe même pas. L'anxiété n'est pas l'ennemi, le véritable ennemi est de croire tout ce qu'elle dit. Parce que l'anxiété parle avec assurance. Elle te dit que quelque chose va mal tourner, que tu ne pourras pas, que tu vas échouer, que les gens vont se moquer de toi. Et toi, sans aucun filtre, tu l'écoutes. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que tu réponds à une pensée comme si c'était une réalité. C'est là le piège. L'esprit l'imagine, le corps le subit. Et toi, tu l'acceptes comme si c'était inévitable. Tu te tortures avec une histoire qui ne s'est pas encore produite. Épictète le disait clairement. Ce ne sont pas les faits qui nous blessent, mais l'opinion que nous avons d'eux. Et c'est exactement ce que fait l'anxiété. Elle invente une opinion déformée de ce qui pourrait arriver. Et tu la prends pour une vérité absolue. C'est pourquoi la solution n'est pas d'éliminer les pensées anxieuses, mais d'apprendre à les observer sans te laisser emporter par elles. Demande-toi chaque fois que tu sens que la peur te domine. Est-ce que ce que je pense se passe en ce moment même, ou est-ce que je l'imagine simplement? Ton esprit a besoin d'entraînement. Tu ne peux pas continuer à réagir comme si chaque pensée était un ordre. Ce n'est pas le cas. Penser à tomber n'est pas tomber. Penser à échouer n'est pas échouer. Mais si tu donnes du pouvoir à cette pensée, tu vas vivre comme si tu étais déjà au sol. Et c'est ce que tu fais tous les jours quand tu nourris l'anxiété sans lui imposer de limites. Tu vis 1000 catastrophes imaginaires au lieu d'affronter un seul présent réel. Le stoïcisme ne te dit pas d'ignorer ce que tu ressens. Il te dit de l'affronter avec clarté, que si une émotion intense apparaît, tu la regardes, tu la nommes, tu la comprends. Mais ne te noie pas dedans.
Ne te définis pas par elle. L'anxiété est une visiteuse, pas ton identité. Arrête de dire « je suis anxieux » comme si c'était ton nom. Tu n'es pas l'anxiété, tu es quelqu'un qui apprend à penser différemment. Et cela change tout. Sénèque a écrit que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et il n'y a pas de phrase plus vraie. Combien de fois as-tu eu peur de quelque chose qui n'est jamais arrivé? Combien de fois as-tu passé des nuits entières à anticiper un problème qui n'est même pas arrivé? Et qu'as-tu gagné? De la fatigue, du stress, de la culpabilité de te sentir ainsi, mais tu n'as jamais gagné en clarté, tu n'as jamais gagné en contrôle, parce que l'anxiété ne résout rien, elle épuise seulement. Et si tu ne brises pas ce cycle, tu resteras là, coincé dans ton propre esprit. Aujourd'hui, tu peux commencer différemment. Tu n'as pas besoin d'éliminer l'anxiété, tu as besoin d'arrêter de lui obéir. Tu as besoin de la mettre à sa place. Observe-la, comme le ferait un stoïcien, sans la nier, sans fuir, mais sans lui donner les clés de ta vie. Tu n'es pas ici pour réagir à tout ce que tu penses. Tu es ici pour te gouverner toi-même. Chaque fois que tu ressens de l'anxiété, respire et rappelle-toi que tu n'es pas ta pensée. Tu es celui qui l'observe. Et dans cet acte, tu récupères déjà ton pouvoir. 2. Retourne au présent et retrouve ta paix. Tu traverses un pont, mais ton esprit insiste pour marcher 20 pas en avance, imaginant qu'il va s'effondrer, qu'il va se briser, qu'il y a quelque chose de l'autre côté que tu ne pourras pas affronter. Le problème est que tu n'es même pas encore arrivé et tu trembles déjà. C'est ainsi que vit celui qui ne sait pas rester dans le présent, épuisé, anticipant des douleurs qui n'existent pas, fabriquant des scénarios où tout va mal. Tu ne vis pas ta vie, tu survis à un film mental que tu diriges toi-même tous les jours sans repos. L'anxiété n'a pas besoin de faits, une supposition lui suffit. Il suffit que tu imagines quelque chose de négatif pour que ton corps le ressente comme s'il se produisait. Et le plus absurde est que pendant que ton esprit est pris dans un futur inexistant, le moment réel, celui-ci, t'échappe. Tu n'es pas au petit déjeuner. Tu es dans la conversation inconfortable que tu penses avoir l'après-midi. Tu ne profites pas de ton chemin, tu discutes dans ta tête quelque chose qui ne se passera peut-être jamais. Et ce n'est pas être vivant, c'est être absent. Les stoïciens le savaient, c'est pourquoi ils insistaient tant sur le maintenant. Marc Aurèle disait que tu dois te concentrer sur ce que tu as entre les mains, sans te disperser. Parce que lorsque tu es complètement présent, l'esprit n'a pas d'espace pour fabriquer des peurs. L'inquiétude a besoin de projection. La souffrance a besoin d'une histoire. Et lorsque tu coupes cette histoire avec la force de ton attention, la chaîne qui te retient se brise. Revenir au présent n'est pas une belle phrase, c'est une discipline. Il ne s'agit pas de respirer profondément une fois et d'espérer que tout s'arrange. Il s'agit d'être conscient de chaque moment comme un acte de rébellion. Parce que le présent est le seul endroit où tu as du pouvoir. Tu ne peux pas corriger ce qui s'est déjà passé. Tu ne peux pas prédire ce qui ne s'est pas encore produit. Mais tu peux décider comment tu vas vivre cet instant. Et si tu réussis à le faire avec attention, avec tempérance, avec intention, le reste commence à perdre sa force. Épictète enseignait que ce qui est important n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes. Mais pour bien interpréter, tu dois être ici, pas là-bas. Pas dans ce qui pourrait arriver, mais dans ce qui se passe. Pas dans l'opinion des autres, mais dans l'action présente. Parce que plus tu passes de temps projeté dans ce qui n'est pas encore arrivé, plus tu deviens faible. Ton énergie se disperse, ton jugement se brouille, ton corps se tend. Le présent, en revanche, te centre, te purifie, te rend le contrôle. Un esprit qui ne sait pas rester dans le présent est comme un muscle non entraîné. Il va où il veut, saute entre les pensées, se prend dans des répétitions, mais comme n'importe quel muscle, il peut se renforcer. Tu peux t'entraîner à être ici. Tu peux, par exemple, commencer à te demander plusieurs fois par jour « Où suis-je maintenant ? À quoi je pense ? Cela se passe-t-il ou est-ce que je l'imagine seulement ?» Et avec chaque réponse honnête, tu reviens, tu te sauves, tu te rends à toi-même. Personne n'atteint la paix mentale en voyageant vers le futur à chaque pensée.
La paix est dans ce que tu fais avec ce que tu as aujourd'hui, pas dans comment tu résoudras tout demain. L'avenir ne s'élimine pas, mais il est mieux affronté lorsque tu es fermement dans le présent. Le présent ne te demande pas la perfection, il te demande la présence. Que tu sois là, que tu décides, que tu agisses avec clarté. Et lorsque tu fais cela, même si le monde autour est agité, tu commences à trouver le silence à l'intérieur. Et ce silence, ce petit moment de conscience, est le premier pas réel vers ta liberté. 3. Abandonne le contrôle et récupère ton pouvoir. Le besoin de contrôle est une prison déguisée en sécurité. Il te fait croire que si tout se passe comme tu l'as planifié, tu iras bien. Que si les gens se comportent comme tu l'espères, si tout suit le chemin exact que tu as conçu, alors il n'y aura pas de douleur, pas de chaos, pas de déception. Mais cette illusion s'effondre avec la première tempête, parce que la vie ne répond pas à tes ordres. Et tant que tu resteras attaché à l'idée que tout doit se conformer à ta volonté, tu souffriras. Non pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais à cause de la façon dont tu t'accroches à ce qui ne dépend pas de toi. Il y a quelque chose que peu de gens osent te dire. Essayer de tout contrôler est un acte de peur, pas de force. Vouloir avoir des réponses pour chaque situation, t'assurer de chaque résultat, prévoir chaque mot, chaque réaction, chaque pas, ce n'est pas du courage. C'est de l'anxiété, c'est de l'insécurité déguisée en exigence. Et plus tu t'efforces de contrôler l'incontrôlable, plus tu deviens faible. Parce que sans t'en rendre compte, tu dis au monde que ta paix dépend de ce que tout soit parfaitement à sa place. Et quand quelque chose sort de cette place, tu t'effondres, tu te mets en colère, tu es frustré, tu te brises. Épictète l'a bien dit, il y a des choses qui sont sous ton contrôle et d'autres qui ne le sont pas. Et la sagesse commence quand tu distingues les deux. Tu ne peux pas contrôler le temps, ni les décisions des autres, ni les aléas du destin. Mais tu peux contrôler ton attitude, ta réaction, ton tempérament. Ce que tu décides de penser et comment tu choisis d'agir. Si ce qui t'angoisse aujourd'hui est hors de ton contrôle, alors ton angoisse est une perte d'énergie. Tu te noies dans une mer que tu ne peux pas assécher avec tes mains. Et cela t'épuise, t'éloigne de toi, te rend esclave de circonstances étrangères. Abandonner le contrôle ne signifie pas se rendre. Cela signifie se concentrer sur la seule chose que tu peux gérer, toi-même, tes pensées, tes habitudes, ta façon d'interpréter ce qui se passe. Parce que c'est là que se forge le véritable pouvoir. Tant que tu seras déterminé à manipuler l'extérieur, ta force se diluera. Mais quand tu décides de te gouverner toi-même, le monde peut bouger comme il veut et tu resteras debout. Le stoïcisme ne cherche pas à ce que tu sois indifférent, il cherche à ce que tu sois ferme. Il ne s'agit pas de te résigner mais de comprendre, d'accepter que certaines choses ne t'appartiennent tout simplement pas. Tu n'es pas responsable des émotions des autres, des erreurs du passé, ni de ce qui viendra demain. Tu es responsable de toi, de ce que tu penses maintenant, de ce que tu fais maintenant, de ce que tu permets maintenant. Et quand tu récupères ce focus, tu commences à respirer différemment, parce que tu ne portes plus le poids de l'univers sur ton dos. Marc Aurèle disait que celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Et cela commence quand tu arrêtes d'exiger de la réalité, qu'elle te donne des garanties. Tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de la force intérieure pour affronter ce qui vient. Confiance, non pas dans le résultat, mais en toi. Et cela ne peut être réalisé qu'en lâchant le désir de contrôle absolu. Fais cet exercice chaque fois que tu sens que quelque chose te consume. Demande-toi avec une brutalité honnête, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, arrête d'investir ta tranquillité là-dedans. Redirige ton énergie. Décide comment tu veux y faire face. Ne demande pas que les vagues s'arrêtent. Apprends à garder l'équilibre pendant que tu avances. Parce que celui qui s'accroche au contrôle vit tendu et celui qui le lâche commence à connaître la véritable liberté. Celle qui ne dépend pas du monde, mais de ta capacité à être en paix même quand tout change. 4. Transforme ta peur en ta plus grande force.
La peur est comme une ombre dans la nuit. Elle semble toujours plus grande qu'elle ne l'est réellement, et ce seulement parce que tu la regardes de loin, sans oser t'approcher. De loin, elle se déforme, se nourrit de tes doutes, grandit avec tes pensées. Mais si tu t'approches, si tu la regardes en face, tu découvres qu'elle n'était pas un monstre, juste une silhouette projetée par ton propre esprit. La peur, quand elle est évitée, te contrôle. Mais quand elle est affrontée, elle te transforme. Le problème n'est pas d'avoir peur. Le problème est de croire que ressentir de la peur signifie que tu n'es pas prêt. Cette idée te paralyse. Elle te fait fuir les opportunités, les conversations importantes, les décisions nécessaires. Et le pire, c'est que plus tu fuis, plus tu lui donnes de pouvoir. Ton esprit apprend que chaque fois que la peur apparaît, tu te retires. Et cela devient une habitude. Tu apprends à éviter, tu apprends à reporter, tu apprends à baisser la tête, jusqu'à ce qu'il arrive un moment où tu ne vis plus, tu survis seulement. Mais le stoïcisme ne te dit pas que la peur disparaît. Il t'apprend à l'utiliser. Épictète disait que nous ne devons pas attendre que les choses se passent comme nous le voulons, mais les vouloir comme elles se passent. Et si la peur apparaît, utilise-la comme un signal. Si quelque chose te fait peur, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important là-bas, quelque chose qui touche ton ego, qui défie ta zone de confort, qui te force à grandir. La peur est une carte. Elle te montre le chemin que tu dois parcourir, pas celui que tu dois éviter. Marc Aurèle faisait face à la guerre, aux trahisons, à l'incertitude. Il ne pouvait pas éliminer la peur, mais il pouvait entraîner son esprit à agir clairement à l'intérieur de celle-ci. Et c'est ce que tu fais quand tu choisis d'avancer malgré le tremblement. Quand tu respires profondément et que tu fais le pas, non pas parce que tu es sûr, mais parce que tu sais que c'est nécessaire. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est marcher même lorsque la peur est assise à tes côtés. La peur révèle aussi tes attachements. Si tu as peur de perdre, c'est parce que tu es attaché. Si tu crains le rejet, c'est parce que tu dépends de l'approbation. Si tu as peur d'échouer, c'est parce que ta valeur est soutenue par les résultats. C'est pourquoi, lorsque tu l'affrontes, tu ne grandis pas seulement en courage. Tu découvres aussi ce dont tu as besoin pour te libérer. Et cela, bien que cela fasse mal, te rend du pouvoir. Parce que ce qui te fait peur te dit où sont tes chaînes. Si tu les ignores, tu restes attaché. Si tu les regardes, tu peux commencer à les briser. Sénèque a écrit que nous souffrons plus de notre imagination que de la réalité. La peur qui t'empêche d'avancer n'est souvent pas celle qui t'arrive, c'est celle que tu crées. Un scénario catastrophique dans ta tête, un film où tout va mal, un dialogue interne qui te répète que tu ne peux pas. Mais la vérité est que tu peux plus que tu ne le penses. Tu ne le sauras pas avant de l'avoir essayé, jusqu'à ce que tu entres dans le tunnel sans attendre que la lumière apparaisse immédiatement, mais en faisant confiance à ce que tu seras celui qui l'allumera. Fais de la peur un signal, pas une sentence. Chaque fois que tu la ressens, ne la nie pas, ne la cache pas. Demande-toi ce qu'elle révèle. Quelle partie de toi a besoin de se renforcer, ce que tu as évité par confort. Et ensuite, avec fermeté, agis. N'attends pas d'être prêt, personne ne l'est complètement. Fais juste le pas, parce que la peur ne meurt que lorsque tu l'affrontes. Et quand tu le fais, quand tu la traverses, quelque chose change. Tu n'es plus le même. Tu découvres une force que tu ne connaissais pas avant. Et cette force ne vient pas de l'extérieur, elle vient de toi. Du moment exact où tu as décidé de ne pas fuir. 5. Maîtrise ton esprit avant qu'il ne te maîtrise. L'esprit est comme une ville sans loi lorsqu'il n'est pas gouverné. Chaque pensée devient un voleur qui entre sans permission. Chaque émotion devient une foule qui crie ce qu'elle veut. Et toi, au milieu de ce désordre, tu ne fais que réagir. Parfois tu fuis, parfois tu attaques, d'autres fois tu es paralysé. Et le plus tragique est que tu crois que ce chaos est toi. Mais tu ne l'es pas. Tu es l'observateur. Tu es celui qui peut mettre de l'ordre si tu décides de prendre le contrôle. La plus grande erreur est de laisser l'esprit prendre des décisions lorsqu'il est en feu. Des pensées accélérées, des jugements déformés, des impulsions qui vont et viennent comme des éclairs.
et tu obéis. Tu dis ce que tu ne voulais pas dire, tu fais ce que tu regrettes ensuite, tu te noies dans ce que tu ne peux pas résoudre. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as pas appris à faire une pause. Parce que personne ne t'a appris que tout ce que tu penses n'est pas vrai, et que tout ce que tu ressens ne mérite pas une réaction immédiate. Marc Aurèle disait que la tranquillité vient lorsque tu alignes ton esprit avec la raison. Pas avec l'émotion passagère, pas avec la peur, pas avec l'impulsion, mais avec le jugement serein. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela s'entraîne. Cela se construit chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu respires avant de répondre, chaque fois que tu observes ta pensée comme le ferait un général qui évalue le terrain avant d'agir. L'esprit n'est pas ton ennemi. Mais il peut être ton pire geôlier si tu ne lui mets pas de limite. Si chaque pensée a un pouvoir absolu, tu deviendras l'esclave de tes idées. Si chaque émotion dirige tes actions, tu vivras en sautant d'un extrême à l'autre. Tu as besoin de discipline interne, tu as besoin de clarté. Tu as besoin de savoir quand une pensée mérite ton attention et quand elle ne fait que répéter une vieille histoire qui ne te sert plus. Épictète disait que ce n'est pas ce qui se passe qui t'affecte, mais comment tu l'interprètes. Mais cette interprétation est un acte mental. Si ton esprit est sale, fatigué, réactif, tu n'interpréteras rien avec sagesse. Tu exagéreras le petit, tu revivras ce qui est déjà passé, tu anticiperas des catastrophes qui n'existent pas. Et c'est là que tu te perds, non pas parce que quelque chose à l'extérieur t'a détruit, mais parce que ton esprit a tout amplifié jusqu'à le rendre insupportable. Maîtriser l'esprit ne signifie pas réprimer ce que tu ressens. Cela signifie avoir le courage de voir ce que tu penses sans te mentir. Cela signifie choisir sur quoi te concentrer. Cela signifie interrompre le schéma automatique de réaction et, à la place, répondre avec présence. Comment y parvenir? En observant, en écrivant, en méditant, en faisant de la place pour écouter ce qui se passe à l'intérieur sans te laisser emporter. C'est une pratique, pas une perfection. L'esprit est puissant. Il est capable de construire ou de détruire, de guérir ou de saboter. Si tu ne le diriges pas, il te dirigera. Et il ne le fera pas avec sagesse. Il le fera avec peur, avec attachement, avec des blessures non résolues. C'est pourquoi tant de personnes tombent dans l'anxiété, le stress, le ressentiment. Parce qu'elles ne se sont jamais arrêtées pour se demander « Est-ce que ce que je pense me rapproche de qui je veux être ou m'en éloigne? Est-ce que ce que je ressens est une boussole ou un piège? » Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui qui décide quoi faire avec ce que tu penses. Là est ta liberté. Et aussi ta responsabilité. Tu ne peux pas blâmer l'esprit pour tout si tu continues à lui donner le volant. Aujourd'hui, tu peux commencer différemment. Aujourd'hui, tu peux assumer le rôle de leader en toi. Et pas pour éliminer complètement le chaos, mais pour apprendre à te déplacer à l'intérieur sans perdre le cap. Parce que lorsque ton esprit obéit à ta clarté plutôt qu'à tes impulsions, tout change. Ce qui avant te renversait, maintenant te renforce. Ce qui avant te dominait, maintenant t'obéit. Et c'est là le véritable pouvoir. 6. Apprends à lâcher prise sans te perdre dans la douleur. S'accrocher à ce qui n'existe plus, c'est comme porter un cadavre sur le dos en espérant qu'il revienne à la vie. Tu le portes avec toi, tu t'en souviens, tu le protèges de l'oubli. Mais la seule chose que tu réussis à faire, c'est pourrir avec lui. La perte, le rejet, les fins, ça fait mal, oui. Mais ce qui te brise vraiment, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est de ne pas vouloir lâcher ce qui est déjà terminé. C'est de vouloir que ce qui a fait mal soit réparé par une version parfaite qui n'arrivera jamais. Et dans cette tentative désespérée de ne pas lâcher prise, tu finis par te perdre toi-même. La douleur a une fonction. Elle te montre que quelque chose t'importait, qu'il y avait de la valeur, de la connexion, du désir. Mais elle n'est pas faite pour durer toute une vie. Nous sommes ceux qui prolongent son séjour en répétant des scènes encore et encore, en idéalisant ce qui a été, en nous demandant ce qui aurait pu être, en nourrissant la nostalgie comme si c'était un autel sacré.
Mais la vérité est plus simple et plus brutale. Ce qui est parti n'est plus là. Et si tu continues à tourner autour de ça, la douleur cesse d'être une partie du processus et devient une identité. Les stoïciens ne te disaient pas de ne pas ressentir. Ils t'apprenaient à ne pas te laisser consumer. Épictète disait que nous ne devons pas souhaiter que les choses se passent comme nous le voulons, mais accepter qu'elles se passent comme elles se passent. Et cette acceptation est le début de la libération. Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce qu'elle cesse de te définir. Tu peux regarder en arrière sans rester coincé. Tu peux lâcher prise sans oublier. Tu peux te souvenir sans revivre la souffrance. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de maturité. Cela signifie reconnaître que l'insistance ne construit plus, que la rétention ne guérit plus, que rester là ne fait que te diminuer. Mais pour arriver à cela, tu as besoin de courage. Parce que l'attachement se déguise en amour, la peur de la solitude se déguise en loyauté. Et l'habitude de souffrir se déguise en profondeur émotionnelle. C'est pourquoi tant de gens restent là où il n'y a plus rien. Non pas par amour, mais par peur. Non pas par espoir, mais par habitude. Sénèque a écrit que celui qui souffre plus que nécessaire le fait de son propre gré. Et c'est ce qui se passe quand tu refuses de lâcher prise. Tu ne souffres pas seulement pour ce que tu as perdu, tu souffres pour soutenir une illusion de contrôle sur ce qui a déjà été. Tu continues à tourner en rond, à tout analyser, à te blâmer ou à blâmer, à chercher des réponses qui ne te donneront pas la paix. Mais l'âme ne se libère pas quand tout est expliqué. Elle se libère quand tu décides de vivre à partir de ce qui est là, pas de ce qui manque. Lâcher prise ne signifie pas effacer toute trace. Cela signifie apprendre à regarder avec distance, sans te rendre à chaque émotion qui surgit. C'est savoir que tu peux pleurer sans t'effondrer, que tu peux ressentir sans rester coincé. C'est te rendre compte que si quelque chose ou quelqu'un est sorti de ta vie, ce qui reste, c'est de l'espace. De l'espace pour te retrouver, pour te rediriger, pour te reconstruire. Pas à partir de la blessure, mais à partir de la conscience. Maîtriser l'art de lâcher prise, c'est maîtriser l'art de vivre. Parce que la vie est faite de changements, de fins, de cycles qui se terminent sans préavis. Celui qui n'apprend pas à lâcher prise devient un prisonnier du passé. Mais celui qui apprend avance léger, pas sans douleur, mais sans charge. Et ce type de liberté ne s'achète pas. Elle se gagne chaque fois que tu décides de regarder en avant, même avec le cœur qui tremble. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que l'attachement. Chaque fois que tu te choisis toi, au-dessus de ce qui n'est plus là. Là, juste là, commence la véritable guérison. 7. Reste calme même quand tout s'effondre. Une structure mal construite s'effondre au premier tremblement. Mais un esprit solide, comme un bâtiment bien fondé, peut supporter des secousses sans tomber. La différence ne réside pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans ce qui se passe à l'intérieur. Tu ne choisis pas les tremblements. Tu ne choisis pas quand viendront les pertes, les changements brusques, les crises émotionnelles. Mais tu choisis comment te tenir debout quand tout tremble. Et si tu ne te prépares pas, chaque tempête t'emportera. Chaque chaos te fera des morceaux. Chaque mot, chaque regard, chaque problème sera une menace pour ta stabilité. Et tu ne peux pas vivre ainsi, sautant à chaque bruit, réagissant à tout ce qui bouge. C'est épuisant, c'est fragile, c'est dangereux. Le calme n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de conscience. C'est la décision de ne pas permettre que ton monde intérieur soit contaminé par tout ce qui se passe à l'extérieur. Tu peux être au milieu d'une tempête et pourtant respirer clairement. Tu peux entendre des cris, de mauvaises nouvelles, des déceptions, et rester ferme dans ce que tu crois, dans ce que tu es, dans la façon dont tu décides de répondre. Mais cela ne naît pas du jour au lendemain. Cela s'entraîne. C'est construit au jour le jour, comme un muscle invisible qui te soutient quand tu en as le plus besoin. Marc Aurèle a écrit que la tranquillité vient du fait de ne pas permettre à l'âme d'être perturbée par les choses qui échappent à son contrôle.
Et c'est là la clé. Le problème n'est pas le chaos. Le problème est comment tu te relates à lui. Si tu vis en attendant que tout soit en ordre pour enfin ressentir la paix, tu es perdu. Parce que la vie, par nature, est imprévisible. Et si ta stabilité dépend de ce que tout soit stable, alors tu ne seras jamais vraiment libre. Tu seras toujours un otage de l'environnement, des gens, des circonstances. Garder son calme n'est pas un acte passif, c'est un acte de domination. C'est regarder ce qui se passe et décider comment répondre. Pas à partir de l'impulsion, pas à partir de la blessure, mais à partir de la compréhension. Comprendre que ce qui se passe ne te définit pas, que ta valeur ne se mesure pas par ce que tu perds, ni par ce qui se passe autour de toi, que tu peux te tenir avec dignité même quand le sol grince, que tu peux rester debout même si le monde s'effondre. Épictète disait que ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y fais face, qui fait la différence, et cela ne s'oublie pas. Parce que souvent tu ne peux pas changer ce qui se passe, mais tu peux empêcher que cela te détruise. Non pas en réprimant, non pas en prétendant que tout va bien, mais en te rappelant qui tu es, quels principes te soutiennent, quel type de personne tu choisis d'être même au milieu de la tempête. La plupart réagissent. La plupart crient quand quelque chose fait mal, fuient quand quelque chose dérange, blâment quand quelque chose échoue. Mais tu peux être différent. Tu peux être cette présence silencieuse qui n'a pas besoin de s'imposer, parce qu'elle est déjà ferme en son fort intérieur. Tu peux devenir le refuge au milieu du chaos, pas pour les autres, d'abord pour toi. Parce que si tu ne peux pas te soutenir, rien ni personne ne le fera pour toi. S'entraîner au calme est une décision quotidienne. C'est s'arrêter avant de parler, c'est respirer avant d'agir, c'est penser avant de juger. C'est ne pas laisser une émotion momentanée détruire une relation, une idée ou ton propre équilibre. Tu n'es pas fait pour être une feuille au vent, tu es fait pour être une racine. Et tu ne seras une racine que lorsque tu choisiras tous les jours de ne pas laisser le monde extérieur détruire ton monde intérieur. Ce calme, quand il est vrai, ne dépend de rien. Et c'est alors que tu te rends compte que même dans le chaos, tu peux être en paix. Parce que la tempête pourra briser beaucoup de choses, mais pas toi. 8. Trouve une paix intérieure que rien ni personne ne peut enlever. La véritable paix ne fait pas de bruit. Elle ne crie pas, ne se vante pas, ne cherche pas les applaudissements. Elle est comme le centre d'un ouragan, calme, ferme, pendant que tout autour d'elle tourne avec violence. Elle ne naît pas lorsque tout va bien. Elle naît lorsque tu décides d'aller bien, même quand tout va mal. Parce que si ton calme dépend du silence du monde, alors ce n'est pas du calme, c'est une pause. Et les pauses se terminent, mais si tu apprends à construire cette paix en toi, tu peux l'emporter avec toi-même en enfer. Beaucoup pensent que trouver la paix, c'est cesser de ressentir de la douleur, que c'est éliminer les problèmes, éteindre les émotions inconfortables, tenir à distance tout ce qui dérange. Mais ce n'est pas la paix, c'est de l'évasion. Et l'évasion a une date d'expiration, parce que la vie ne va pas te demander la permission de trembler. Elle va te mettre à l'épreuve quand tu t'y attends le moins. Elle va te prendre des choses, te confronter à des vérités dures, te regarder sans compassion. Et c'est là que tu découvres de quoi tu es fait. Non pas quand tout va bien, mais quand le sol disparaît et que tu décides de ne pas disparaître avec lui. Les stoïciens ne parlaient pas de paix depuis le privilège. Marc Aurèle écrivait sur la sérénité tout en gouvernant un empire en crise. Épictète parlait de liberté en étant esclave. Sénèque réfléchissait à l'âme tout en étant menacé de mort. Ils ne parlaient pas de la théorie, ils parlaient de la bataille. Parce qu'ils ont compris que si tu ne peux pas contrôler le monde, alors tu dois contrôler ta réaction face à lui. Et cette réaction naît du silence que tu construis en toi. Un silence qui ne fuit pas. Un silence qui observe. Un silence qui décide. Cette paix se construit lorsque tu cesses de te soumettre à chaque impulsion. Lorsque tu ne réagis plus à tout ce qui te provoque. Lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de gagner toutes les discussions, ni de plaire à tout le monde, ni d'avoir raison. Lorsque ton humeur n'est plus à la portée de n'importe qui.
lorsque tu peux marcher au milieu du chaos et rester avec toi, sans te perdre, sans trembler à l'intérieur même si le monde s'effondre à l'extérieur. La paix ne se trouve pas. Elle s'entraîne. Chaque fois que tu choisis de ne pas discuter avec quelqu'un qui cherche seulement à te blesser. Chaque fois que tu respires avant d'agir par impulsion. Chaque fois que tu préfères comprendre plutôt qu'exploser. Chaque fois que tu choisis ta tranquillité plutôt que ton ego. Là, tu gagnes quelque chose de plus précieux que n'importe quelle victoire externe. Tu gagnes en stabilité, tu gagnes en véritable force. Et ce n'est pas que tu ne ressens rien, tu vas continuer à ressentir tout. La peur, la tristesse, la colère. Mais ils ne seront pas tes maîtres, ils seront des visiteurs. Tu décides si tu les laisses passer ou s'ils restent pour te gouverner. La différence est que tu ne réagis plus comme quelqu'un sans contrôle. Tu réagis comme quelqu'un qui ne se prête plus au jeu émotionnel de tout ce qu'il ne peut pas contrôler. C'est le point. Tu n'es pas ici pour vivre conditionné par ce qui se passe à l'extérieur. Tu es ici pour te gouverner de l'intérieur. Et quand tu y arrives, quand ce centre en toi se renforce, alors peu importe qui part, ce qui échoue, ce qui se perd. Parce que tu ne te perds pas. Tu ne tombes pas. Tu restes. C'est ça, la paix. Celle qui ne dépend de personne. Celle qui ne se brise pas avec un rejet, ni ne s'effondre après une mauvaise journée. Celle qui reste même quand le monde ne le fait pas. La paix de celui qui a combattu ses batailles internes et a cessé d'être l'otage de ses émotions. La paix de celui qui n'a plus besoin que tout aille bien pour aller bien. Et cette paix, quand elle est réelle, ne se retire pas, ne se vole pas, ne se détruit pas. Parce que cette paix, c'est toi. Aujourd'hui, tout le monde veut être entendu, mais très peu comprennent la valeur de ce qu'ils taisent. Dans un monde où le bruit est devenu la norme, le silence est devenu subversif. Et celui qui sait l'utiliser, non pas comme un refuge lâche, mais comme une arme de maîtrise de soi, devient dangereux. Parce que le silence bien utilisé n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est présence sans besoin de spectacle. C'est force sans besoin de la démontrer. La plupart parlent pour se donner du courage, comme si les mots pouvaient couvrir leur insécurité. Ils cherchent à avoir le dernier mot pour ne pas se sentir vaincus. Mais dis-moi, à quoi sert d'avoir le dernier mot quand ta paix intérieure a été la première à céder? Le véritable pouvoir n'est pas dans ce que tu cries, mais dans ce que tu es capable de contenir sans exploser. Et cela, aucun beau discours ne l'enseigne, cela s'entraîne avec rigueur, avec pratique, avec silence. Épictète ne réagissait pas aux offenses parce qu'il savait que celui qui réagit est celui qui perd le contrôle. Sénèque enseignait que ne pas répondre est souvent une victoire plus digne que n'importe quelle défense. Les stoïciens ont compris quelque chose que l'on ignore aujourd'hui, que la maîtrise de soi commence lorsque tu cesses d'être à la merci de ce que les autres disent ou font. Cette vidéo n'est pas une invitation à te taire pour rien. C'est un appel à choisir quand parler et quand ne pas le faire, en toute conscience. À faire du silence un langage, un mur, une épée invisible. Ici, nous ne sommes pas venus pour adoucir les choses. Si tu réagis à tout, tu es faible. Si tout t'affecte, tu es exposé. Mais si tu apprends à fermer la bouche, à serrer les dents, à respirer profondément et à rester ferme, tu deviens immense à l'intérieur. Tu vas découvrir 8 façons d'utiliser le silence comme bouclier, comme miroir et comme outil de pouvoir. Et quand tu auras terminé ce parcours, tu ne te tairas pas par peur, tu te tairas par sagesse. Parce que tu n'auras plus besoin de t'expliquer. Parce que tu sauras que parfois, la vraie réponse, c'est de ne rien dire. 1. Tais-toi pour désarmer celui qui cherche à te provoquer. Il y a des gens qui ne veulent pas te comprendre, ils veulent te provoquer. Ils ne sont pas là pour dialoguer, ils sont là pour te pousser à bout, pour te faire perdre ton calme, pour te faire réagir de manière à se nourrir de ta réaction. Et toi, sans t'en rendre compte, tu tombes souvent dans le piège. Tu bondis, tu exploses, tu te justifies, tu cries. Et ils gagnent. Parce qu'ils ne cherchaient pas à avoir raison, ils cherchaient à prendre le contrôle. Et tu le leur as donné sur un plateau, simplement parce que tu ne savais pas te taire. Mais quand tu choisis de ne pas répondre, quand tu décides de rester silencieux, quelque chose change.
Celui qui cherche la bagarre et ne l'obtient pas s'effondre de l'intérieur, parce que le provocateur se nourrit de ton énergie. Si tu ne lui donnes rien, il s'affaiblit. Le silence n'est pas une reddition, c'est une résistance. C'est le coup invisible qui désarme l'autre sans que tu aies à le toucher. Il n'y a pas de défense plus puissante que celle qui n'a pas besoin de hausser la voix. Épictète l'a dit clairement, il n'est pas en notre pouvoir de contrôler ce que font les autres, mais bien la façon dont nous réagissons. Et cela change tout. Le silence n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. C'est regarder dans les yeux celui qui te défie, sans céder 1 centimètre de ton centre. C'est refuser de jouer le jeu de l'autre. C'est avoir assez de maîtrise pour ne pas prêter ta paix au premier idiot qui veut la perturber. Au fond, la provocation est un piège émotionnel. C'est un test que peu réussissent, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de contrôler ce qui brûle en toi quand tu sens qu'on te manque de respect. Mais c'est là que se mesure ta véritable force. Non pas dans combien de cris tu sais lancer, mais dans combien de fois tu es capable de respirer profondément et de ne pas dire un seul mot. Et il ne s'agit pas de tenir par orgueil, il s'agit de choisir la liberté. Parce que lorsque tu te laisses entraîner dans chaque dispute, lorsque tu as besoin de répondre à tout, tu deviens esclave de ton environnement. Tu es à la merci de ce que disent les autres, de ce que font les autres. Mais quand tu apprends à te taire, à observer sans réagir, à garder ton intégrité même si on te provoque, quelque chose en toi devient inébranlable. Et cela impose plus que n'importe quelle menace. Te rends-tu compte de ce que génère le silence au milieu du conflit? Il confond, il met mal à l'aise, il désarme. Personne ne s'attend à ce que tu ne répondes pas. Et quand tu le fais, quand tu choisis de garder ton regard ferme et tes lèvres scellées, le pouvoir s'inverse. Tu cesses d'être la proie. Tu prends le contrôle et l'autre le sait. C'est pourquoi le silence ne parle pas seulement, il crie des vérités qu'un mot ne pourrait jamais soutenir. Alors, la prochaine fois que quelqu'un cherchera à te perturber, ne rentre pas dans son jeu. N'explique pas ce qui n'a pas besoin d'explication. Ne défends pas ce qui est clair pour toi. Regarde-le simplement. Respire et tais-toi. Qu'ils restent avec leur propre bruit, qu'ils se noient dans leur propre vide. Pendant ce temps, toi, en silence, tu conserves ce que tu as de plus précieux, ton pouvoir. Parce que celui qui se tait par sagesse devient un mur, et celui qui essaie de le renverser avec des cris finit simplement épuisé. Le silence n'est pas la fin du dialogue, c'est le début de la maîtrise. 2. Fais en sorte que ta présence parle plus que tes mots. Un mur solide n'a pas besoin de crier pour prouver qu'il est fort. Il est juste là, immobile, solide, inébranlable. C'est ainsi que fonctionne également la présence d'une personne qui se connaît, qui n'a pas besoin de se parer de mots pour se faire remarquer. Alors que d'autres désespèrent pour attirer l'attention, tu peux t'imposer sans élever la voix, sans expliquer qui tu es, sans demander la permission. Parce que lorsque le pouvoir est interne, le corps communique tout, sans bruit, sans effort, sans nécessité. Beaucoup pensent qu'ils doivent parler pour gagner le respect. Que s'ils ne remplissent pas l'espace avec des commentaires, s'ils ne plaisantent pas, s'ils ne prouvent pas qu'ils savent ou qu'ils ont raison, alors les autres ne les verront pas. Mais c'est précisément cet élan qui les trahit. Celui qui révèle leur anxiété à se valider, leur vide. Parce que celui qui a besoin de prouver quelque chose a déjà perdu. Il ne s'agit pas de rester silencieux pour paraître intéressant. Il s'agit de maintenir ta présence sans besoin d'ornement, d'entrer dans un lieu sans forcer ton énergie, de rester droit, de respirer calmement, d'observer intelligemment, et surtout de ne pas réagir à ce qui ne mérite pas de réponse. Parce qu'au fond, la véritable autorité ne s'impose pas en parlant, elle se ressent en étant. Épictète enseignait que la maîtrise de l'âme se reflète dans la maîtrise du corps. La contenance n'est pas un détail superficiel, c'est une déclaration. Ta posture, ton regard, ta façon de bouger, tout cela parle. Et souvent cela parle plus fort que n'importe quel mot. Si tu te tiens fermement, si tu habites le moment avec sérénité, les autres le perçoivent.
Il n'est pas nécessaire de dire qui tu es, on le devine. As-tu remarqué comment les personnes qui ont le plus d'impact sont celles qui font le moins d'efforts? Ce ne sont pas celles qui interrompent, ni celles qui cherchent à briller. Ce sont celles qui se déplacent avec intention, celles qui écoutent attentivement, celles qui savent être sans envahir. Parce que le silence bien porté n'est pas une absence, c'est une présence consciente. Et cela se ressent. Lorsque tu réussis à être présent sans dépendre du langage, tu commences à devenir quelqu'un de mémorable. Non pas parce que tu es bruyant, mais parce que tu es clair. Non pas parce que tu es visible, mais parce que tu es réel. Ton énergie commence à occuper de l'espace sans le demander. Et cela, dans un monde d'apparence, a un poids que personne ne peut ignorer. Il ne s'agit pas de devenir froid ou inaccessible. Il s'agit de ne pas te gaspiller, de ne pas donner ton énergie à chaque conversation sans sens, de ne pas te perdre dans le besoin constant d'impressionner. Il s'agit de savoir quand parler et quand il suffit d'être là. Parce que lorsque ton silence est ferme, lorsque ton corps n'est pas anxieux, lorsque ton regard est clair et déterminé, tu n'as plus besoin de convaincre personne, parce que tu es déjà convaincu. Alors la prochaine fois que tu entreras dans un espace, ne pense pas à ce que tu vas dire. Pense à comment tu vas être, à quel point tu es aligné avec toi-même, parce que lorsque cela est en ordre, tout le reste se met en place tout seul. Et alors tu ne parleras pas pour être entendu. Tu seras tellement présent que même en silence, tout le monde écoutera. 3. Élève ton niveau en gardant le silence face à ce qui est banal. Tout ne mérite pas ton attention. Tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas d'énergie. Et quand tu comprends enfin cela, tu arrêtes de perdre du temps à t'expliquer face à l'absurde, à te défendre contre le vide ou à participer à des conversations qui ne nourrissent rien. Garder le silence face à ce qui est banal n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. C'est savoir qu'il y a des batailles qui ne méritent même pas de commencer. C'est avoir la maturité de choisir le silence comme filtre, comme protection, comme frontière invisible entre toi et ce que tu as déjà surmonté. Chaque fois que tu réponds à ce qui est trivial, tu te rabaisses. Tu te traînes à un niveau qui ne te correspond pas. Et le pire, tu te remplis de la même médiocrité que tu croyais combattre. Car dans ce monde, les commentaires vides, les critiques déguisées en inquiétude, les opinions que personne n'a demandées mais que tout le monde lance comme des flèches, abondent. Et toi, que fais-tu? Tu t'énerves? Tu réponds? Tu te justifies? Chaque mot que tu donnes à ce qui est banal, c'est de la valeur que tu retires à l'essentiel. La grandeur se reconnaît à sa capacité à se contenir. Celui qui sait qui il est ne discute pas avec celui qui ne le mérite pas. Il ne s'engage pas dans des débats absurdes. Il ne se salit pas dans les flaques d'eau des autres. Celui qui a élevé son niveau sait que tout ce qui est dit ne vaut pas la peine d'être écouté, et encore moins répondu. Sénèque disait que c'est un signe de sagesse de garder le silence là où les autres crient. Et il avait raison. Ne pas répondre à ce qui est insignifiant, c'est clairement indiquer que tout n'a pas le même poids. Regarde autour de toi. Combien de fois les gens se mêlent de petits drames, s'énervent pour ce que quelqu'un a dit, pour ce que quelqu'un a insinué, pour un regard, un geste, un commentaire sans importance. Ils s'épuisent émotionnellement pour des choses qui, à la fin de la journée, ne changent rien de valeur réelle dans leur vie. Et toi, tu décides si tu te joins à ce jeu ou si tu t'élèves au-dessus de lui. Non pas pour croire que tu es meilleur, mais pour ne plus te noyer dans la même chose. Quand tu choisis le silence face à ce qui est banal, tu entraînes ton esprit à ne pas réagir par impulsion. Tu t'apprends à toi-même que tu peux avoir des émotions sans qu'elles ne t'entraînent. Tu marques ton territoire en faisant clairement comprendre que tu n'es pas disponible pour n'importe quel stimulus. Et cela génère du respect, parce que dans un environnement où tout le monde veut donner son avis sur tout, tu choisis le pouvoir de te réserver, d'observer, d'analyser, de prioriser ta paix au-dessus de ton ego. Tu veux grandir?
Alors ne te bats pas pour des miettes, ne t'épuise pas dans des dialogues sans profondeur, ne rabaisse pas ta sagesse à celui qui cherche seulement de l'attention. Élève ton niveau en fermant la bouche quand tout le monde se dispute le tour de parole. Garde ton énergie, ta paix, ton focus. Et tu verras comment ton silence commence à peser plus que les mots des autres. Parce qu'à la fin, le bruit est oublié. Mais celui qui est resté ferme, en silence, sans se rabaisser, celui-là est rappelé. Celui-là impose. Celui-là inspire. Tu décides si tu réagis comme tout le monde ou si tu deviens celui qui garde le silence, non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il sait que tout ne mérite pas d'être dit. Et crois-moi, celui qui apprend à se taire face à ce qui est banal, apprend aussi à s'écouter lui-même avec plus de force. Parce que dans ce silence, il y a de la croissance. Dans ce silence, il y a du respect. Dans ce silence, il y a du pouvoir. 4. Laisse ton regard et ta posture définir des limites. Ton corps parle avant tes mots. Même quand tu décides de te taire, tu dis quelque chose. Ta posture, ton regard, la façon dont tu occupes ton espace, tout cela communique si tu as du contrôle ou si tu es sur la défensive, si tu es quelqu'un qui se respecte ou quelqu'un qui a l'habitude de céder. Et le problème est que beaucoup se taisent, mais avec le corps, ils s'excusent d'exister. Tu peux être silencieux, mais si tu baisses la tête, si tu évites le contact visuel, si tu te recroquevilles, alors tu n'es pas fort, tu disparais. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu ne dis pas, mais de ce que tu projettes pendant que tu choisis de ne pas parler. Parce que dans le silence, il peut aussi y avoir de la dignité, de la fermeté, du pouvoir. Et ce langage corporel est celui qui définit les limites les plus claires. Tu décides, soit tu remplis un espace avec ta présence, soit tu le cèdes avec ton insécurité. Celui qui ne sait pas occuper sa place finit par occuper les ombres des autres. Et cela se voit. Quand une personne entre et marche avec conscience, quand son regard ne se cache pas, quand sa posture ne se plie pas face au jugement des autres, il n'est pas nécessaire qu'elle dise quoi que ce soit. Son énergie a déjà tracé la ligne. Elle a déjà fait comprendre, jusqu'ici. Les stoïciens n'avaient pas besoin de s'imposer par des cris, ils le faisaient avec calme, parce qu'un vrai calme se reflète dans le corps, dans la tranquillité du visage, dans la fermeté de la poitrine, dans le rythme de la respiration, et surtout dans ce regard qui n'a pas besoin d'être agressif pour être puissant. Un regard clair, sans culpabilité, sans peur, sans haine, seule la présence pure. Cela dérange beaucoup de gens, et c'est précisément pour cela que cela fonctionne. Sais-tu pourquoi tant de personnes ont l'impression de ne pas être respectées? Parce qu'elles ne se présentent pas au monde avec une autorité interne. Parce qu'elles attendent que les autres valident leurs limites alors qu'elles ne les tiennent même pas elles-mêmes. Mais quand tu es aligné, quand ton corps ne s'excuse pas, quand tu peux rester silencieux sans te sentir petit, alors quelque chose de curieux se produit, les autres le remarquent, et ils commencent à te respecter, même sans savoir pourquoi. Ton corps ne doit pas être soumis quand tu te tais. Ton corps doit être un mur serein, mais ferme. Et ton regard, un avertissement silencieux, parce que celui qui regarde clairement dit « Je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin de le discuter avec toi ». C'est la différence entre celui qui se tait par peur et celui qui se tait par choix. L'un se cache, l'autre domine. Regarde-toi aujourd'hui même. Comment marches-tu? Comment respires-tu? Comment affrontes-tu les situations qui te dérangent? Que dit ton corps quand tu décides de ne pas parler? Parce que c'est là la clé. Ce n'est pas seulement se taire, c'est rester présent pendant que tu le fais. C'est occuper ta place avec la même intensité que d'autres et sert de la remplir de mots vides. Commence à le pratiquer. Arrive à un endroit sans t'annoncer, garde ton dos droit, regarde avec fermeté, ne croise pas les bras comme si tu avais quelque chose à protéger, ne te recroqueville pas, ne te cache pas derrière ton téléphone portable, reste là, entier, silencieux, présent.
et tu verras comment ton énergie commence à parler une langue que tout le monde ne comprend pas, mais que tout le monde ressent. Parce qu'au final, les limites les plus fortes ne sont pas dessinées avec des explications. Elles sont transmises par la présence, elles sont soutenues par le corps, et elles sont blindées par un regard ferme qui n'a pas besoin de mots pour dire « jusqu'ici tu vas ». À partir d'ici, c'est moi. 5. N'explique pas ce que ton calme a déjà rendu clair. Un incendie ne s'éteint pas avec de l'essence, mais beaucoup essaient en utilisant des mots précipités, défensifs, chargés d'anxiété. Comme si en expliquant de plus en plus, ils pouvaient éteindre le jugement d'autrui, calmer la critique, dissoudre le soupçon. Mais en réalité, tout ce qu'ils font, c'est l'attiser. Parce que dans ce monde, plus tu t'expliques, plus tu t'exposes. Et plus tu te justifies, plus ils remettent en question ta vérité. Il y a un pouvoir que l'on ressent lorsque l'on choisit de garder le silence, non par manque d'arguments, mais par excès de conviction. Parce que ta sérénité a déjà tout dit. Parce que tes actions, ton regard, ta façon de continuer à avancer avec fermeté ont déjà expliqué ce que tes mots ne feraient qu'obscurcir. Pourquoi remplir l'air de bruit si tout est déjà clair? Pourquoi dépenser de l'énergie à convaincre celui qui n'est même pas disposé à comprendre? Les gens confondent le silence avec l'évasion. Mais ils ne comprennent pas que souvent, se taire est l'acte le plus ferme de clarté. C'est dire avec le corps, avec le calme, avec la cohérence. Je vais bien. Je n'ai pas besoin de justifier ce que j'ai déjà décidé. Et c'est ce qui dérange le plus ceux qui cherchent une faille en toi. Parce que lorsque tu ne donnes pas d'explication, tu ne donnes pas accès. Lorsque tu ne réponds pas, tu n'ouvres pas la porte. Tu restes là, serein, comme un mur qui ne tombe pas même sous les cris. Sénèque parlait de l'âme tranquille comme de la plus grande des richesses. Parce que celui qui la possède ne vit plus en réagissant. Il ne ressent plus le besoin de convaincre quelqu'un pour se valider. Il ne court plus après l'approbation comme un mendiant émotionnel. Parce que lorsque tu es convaincu de toi, de ce que tu fais, de ce que tu décides, le jugement d'autrui perd de son autorité. Et alors, tu peux choisir de ne pas parler, de ne pas expliquer, de ne pas te rabaisser. L'explication naît de la peur. Peur d'être mal interprété, peur de mal paraître, peur qu'il pense ce qui n'est pas. Mais lorsque tu vis dans la vérité, tu deviens imperturbable. Tu ne te soucies plus de savoir si l'autre comprend, s'il croit, s'il approuve, parce que tu l'as déjà fait, et cela suffit. Ton calme devient ta frontière, ta défense, ton message. Il y a des moments où le silence n'est pas absence, c'est force. Où ne pas répondre n'est pas passivité, c'est sagesse. Où ne pas expliquer est précisément ce qui génère le plus de clarté. Parce que celui qui sait qui il est n'a pas besoin de l'annoncer. Celui qui agit avec intégrité n'a pas besoin de faire des discours. Et celui qui maintient sa paix, même lorsqu'on le pousse à la perdre, devient quelqu'un qui impose simplement par sa présence. Veux-tu être libre ? Alors arrête de donner des explications là où elles ne sont pas nécessaires. N'explique pas tes limites, applique-les. Ne justifie pas tes décisions, vis-les. Ne réponds pas aux doutes d'autrui, affirme ta certitude interne. Et tu verras comment le silence commence à travailler pour toi. Parce que lorsque ton calme est ferme, celui qui t'observe comprend. Celui qui ne le fait pas, qu'il continue à crier, qu'il continue à demander des raisons. Tu n'es pas ici pour convaincre, tu es ici pour vivre avec un but, avec une direction, avec une force interne. N'éteins pas le feu avec des mots, laisse-le s'éteindre seul pendant que tu marches, sans regarder en arrière, en calme, en silence, avec la sécurité de celui qui n'a plus rien à prouver, parce que ta paix a déjà tout dit. 6. Respire et maîtrisez votre esprit avant de répondre. Un cheval emballé ne va pas loin, il s'épuise et s'écrase. C'est ainsi que fonctionne également votre esprit lorsque vous ne savez pas l'arrêter avant d'agir. Lorsque vous répondez automatiquement, lorsque vous parlez sans réfléchir, lorsque vous laissez l'émotion prendre le volant et que vous n'êtes qu'un passager. C'est pourquoi tant de gens ruinent des relations, brûlent des opportunités ou regrettent ce qu'ils ont dit.
non pas par manque de raison, mais par manque de contrôle. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est aussi une pause. C'est l'espace entre le stimulus et votre réponse. C'est cette seconde cruciale où vous respirez, analysez et décidez s'il vaut la peine d'ouvrir la bouche ou s'il est préférable de garder votre énergie. Celui qui ne sait pas maîtriser ce moment est esclave de son impulsivité. Mais celui qui respire avant de parler devient maître de lui-même. Combien de fois vous ont-ils provoqué juste pour vous faire tomber? Un mot déplacé, un geste, une moquerie déguisée en blague. Et vous, sans vous en rendre compte, vous entrez dans le jeu. Vous sautez, vous réagissez, vous vous accrochez. Et ensuite, lorsque la chaleur retombe, vous comprenez, vous êtes tombé. Vous avez encore répondu depuis l'estomac, pas depuis la tête. Et encore une fois, vous avez perdu le contrôle. Respirer n'est pas seulement une fonction biologique, c'est un outil stoïcien. Épictète enseignait qu'entre ce qui se passe et notre réaction, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve notre liberté. Celui qui ne l'utilise pas réagit comme une bête. Celui qui le maîtrise agit comme un sage. Car ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui vous définit, mais ce que vous décidez de faire avec cela à l'intérieur de vous. Respirez. 1, 2 fois. Sentez votre corps. Écoutez le ton de votre pensée. Et demandez-vous, cela mérite-t-il une réponse? Est-ce que je parle depuis mon centre ou depuis ma blessure? Est-ce que j'agis par choix ou est-ce que je réagis par habitude? Dans cette brève analyse se trouve la différence entre répéter des schémas et commencer à être qui vous voulez vraiment être. La plupart des gens ne respirent pas. Ils répondent, ils attaquent, ils interrompent, ils courent pour se défendre. Ils pensent que l'action rapide est un signe d'intelligence. Mais en réalité, c'est un signe de manque de maîtrise de soi. Car le sage ne se précipite pas. Le sage observe, mesure, attend. Et quand il répond, il le fait avec intention, pas avec impulsion. Vous voulez être respecté? Maîtrisez cet espace entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Ne laissez pas la première pensée qui vient à votre esprit être celle qui sort de votre bouche. Le premier élan est presque toujours du bruit. Laissez-le passer. Respirez. Et répondez depuis votre hauteur, pas depuis la provocation. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes celui qui décide quoi faire avec elles. Et si vous n'apprenez pas à faire une pause, à vous retenir, à réfléchir avant de lâcher des mots, vous continuerez à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Vous blesserez ceux qui ne le méritent pas. Vous regretterez ce que vous avez dit. Ou pire, vous laisserez les autres contrôler vos actes simplement parce que vous ne savez pas attendre une seconde de plus. Respirer est si simple qu'on le sous-estime. Mais cette pause peut tout changer. Elle peut éviter un conflit. Elle peut sauver une relation. Elle peut protéger votre réputation. Ou elle peut simplement vous rappeler que vous avez le pouvoir si vous décidez de l'utiliser. Alors la prochaine fois que quelque chose vous enflamme, que vous ressentez la chaleur dans votre poitrine, que votre langue veut prendre les devants, faites le plus courageux. Restez immobile. Fermez la bouche. Inspirez profondément. Et ne faites rien jusqu'à ce que vous soyez à nouveau avec vous-même. Car ce n'est qu'à partir de là, de ce calme construit avec intention, que vous pourrez répondre en étant vraiment vous, et non pas qui l'impulsion veut que vous soyez. 7. Fais du silence ta première arme de contrôle. Une épée qui est dégainée au premier bruit n'impressionne pas, elle s'use. Il en va de même pour la parole. Si tu parles par impulsion, si tu réponds à chaque provocation, si tu réagis à tout ce qui se passe autour de toi, tu deviens prévisible, manipulable et faible. En revanche, lorsque tu maîtrises le silence comme ta première réponse, tu désarmes n'importe qui. Non pas avec violence, mais avec une puissance intérieure. Non pas avec supériorité, mais avec contrôle. Le silence est ton premier bouclier, ton premier mouvement défensif et offensif. Lorsque quelqu'un t'attaque avec des mots et que tu ne tombes pas, que tu ne rends pas le coup, que tu ne t'engages pas dans le drame,
Alors le terrain change, le schéma se brise, parce que le provocateur a besoin de carburant. Il a besoin que tu répondes, que tu te justifies, que tu tombes à son niveau. Mais quand tu lui donnes le silence, tu lui donnes le vide. Et dans le vide, l'autre se noie seul. Sais-tu combien cela vaut? Dans un monde où tout le monde court pour donner son avis, où chaque mot est chargé d'anxiété, où tout le monde cherche à avoir le dernier mot, celui qui sait garder le silence a un avantage. Il conserve son énergie, il conserve sa stratégie, il conserve sa dignité. Parce que pendant que les autres jouent à crier plus fort, tu joues à ne pas entrer dans le jeu. Épictète l'avait bien compris, tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux contrôler ce que tu permets de te déstabiliser. Le silence est cette barrière invisible entre toi et ce qui ne t'appartient pas. C'est la limite qui n'a pas besoin d'explication. C'est la pause qui désarme celui qui attendait une bataille verbale. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour quelqu'un qui cherche la bagarre que de se retrouver face à quelqu'un qui ne réagit pas. Et attention, cela ne signifie pas que tu te tais par faiblesse ou par peur. Cela signifie que tu choisis quand parler et surtout pourquoi. Cela signifie que ton silence n'est pas vide, c'est un message, c'est une position, c'est une réponse plus ferme que n'importe quel mot. C'est un « je n'ai pas besoin de me salir pour prouver qui je suis ». Celui qui maîtrise le silence n'est pas passif, il est dangereux. Parce qu'il ne montre pas ses cartes, parce qu'il observe plus qu'il ne parle, parce qu'il ne se donne pas. Et cela impose, cela déstabilise, parce que les autres ne savent pas par où t'attaquer si tu ne leur donnes pas de matière, parce qu'ils ne trouvent pas le point faible si tu ne l'annonces pas, et parce que celui qui garde le silence est souvent celui qui en sait le plus. Mais maîtriser le silence nécessite de l'entraînement. Il faut avaler l'impulsion, mordre l'orgueil, résister à l'envie de s'expliquer ou de se défendre. C'est un exercice de pouvoir intérieur. C'est un rappel constant que tu n'as pas besoin de gagner la discussion, tu as juste besoin de ne pas te perdre toi-même. Et cela ne peut être réalisé que si ta première réponse n'est pas la parole, mais la pause. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, qu'il cherche à te faire sortir de tes gonds, qu'il essaie de te manipuler avec des émotions ou des mots, ne réponds pas immédiatement. Respire, observe, garde le silence. Laisse ta présence parler. Que ton calme s'impose, que ton regard dise « ici, c'est moi qui commande », même si je ne dis pas un seul mot. Parce que lorsque le silence devient ta première arme, tu décides quand parler. Tu décides si cela en vaut la peine. Tu décides depuis ton centre, pas depuis le chaos. Et ce contrôle, cette maîtrise, ce pouvoir sans spectacle vaut plus que 1000 discours. Parce que celui qui n'a pas besoin de parler pour s'imposer a déjà gagné. 8. Observe sans parler. La vérité se trahit toujours. Les gens mentent, ils déguisent, ils jouent. Mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent jamais contrôler complètement. Leur langage non verbal, leurs gestes, leurs regards, leur temps. Et là, dans ces petits détails que beaucoup ignorent, se cache la vérité. Le problème est que la plupart des gens sont tellement occupés à parler, à se défendre, à réagir, qu'ils ne voient pas. Et celui qui ne voit pas devient la victime de la tromperie. C'est pourquoi le silence n'est pas seulement un outil d'autocontrôle, c'est aussi un outil d'observation. Et quand tu apprends à regarder sans intervenir, tu découvres plus que tu ne le ferais jamais en posant des questions. Se taire, c'est élargir le champ de vision. C'est arrêter de remplir les vides avec tes propres suppositions et commencer à percevoir ce qui se passe réellement devant toi. Parce que celui qui parle beaucoup écoute peu, et celui qui interrompt avec anxiété ne capte rien. Mais celui qui observe en silence voit ce que les autres essaient de cacher. Parce que la vérité ne se soutient pas avec des mots, elle se révèle dans les silences, dans les contradictions, dans le malaise de celui qui ne peut plus soutenir le masque. Tu veux vraiment connaître quelqu'un? Ne le presse pas. Ne le harcèle pas avec des questions. Assieds-toi en face de lui et écoute. Pas seulement ce qu'il dit, mais comment il le dit. Pas seulement ce qu'il affirme, mais ce qu'il évite. Regarde ses yeux quand il parle, sa posture quand il se tait,
sa respiration quand il se sent mal à l'aise. La vérité est là, pas dans le contenu, mais dans le comportement. Sénèque le disait, « Ceux qui parlent le plus cachent le plus ». Et c'est vrai. Celui qui a besoin de remplir tout avec des mots le fait souvent pour ne pas te laisser penser, pour que tu n'aies pas le temps de voir les fissures. Mais si tu ne te précipites pas, si tu ne réponds pas à la même vitesse, si tu prends ton temps pour observer, ils se trahissent eux-mêmes. Le silence est un miroir que très peu peuvent supporter. Et cela ne s'applique pas seulement pour découvrir des mensonges. Cela s'applique aussi pour évaluer ton environnement. Avec qui es-tu entouré? Qui te valorise vraiment et qui te tolère seulement? Qui te parle avec sincérité et qui le fait par commodité? Tu ne trouveras pas ces réponses dans leurs discours. Tu les trouveras dans leur comportement lorsque tu décides de ne pas participer. Quand tu gardes le silence et que tu observes seulement. Parce que c'est là que tout se met en ordre. Quand tu arrêtes de parler et que tu laisses le monde se révéler tout seul. Se taire est aussi une façon de te protéger. Parce que quand tu observes sans intervenir, tu peux mieux choisir tes batailles. Tu peux détecter à temps celui qui ne mérite pas ton énergie. Tu peux éviter les erreurs que d'autres commettent en faisant trop confiance trop vite, en parlant trop, en supposant que les belles paroles viennent toujours de bonnes intentions. Mais pour cela, tu as besoin d'entraîner ton esprit, apprendre à être sans besoin de répondre, développer la patience, contrôler ton envie de participer. Parce que le véritable observateur ne juge pas vite, il ne réagit pas immédiatement. Il s'assoit, il écoute, il regarde et il attend. Parce qu'il sait que la vérité, tôt ou tard, tombe toujours d'elle-même. Et quand elle le fait, il est déjà prêt. Le silence te donne un avantage brutal. Il te met un pas en avant. Il te transforme en le seul qui voit ce que les autres ignorent. Non pas parce que tu es plus intelligent, mais parce que tu es plus présent. Parce que tu ne parles pas trop. Parce que tu ne veux pas imposer une idée avant de comprendre la réalité. Alors fais de l'observation silencieuse ton outil le plus puissant. Parce que quand tu n'interromps pas, la vie te parle. Les gens se trahissent, le temps révèle, et toi, calmement, tu vois tout. Et celui qui voit, choisit. Et celui qui choisit depuis le silence ne se trompe jamais. Tu vis dans une cage, mais ce n'est pas en fer. C'est fait de stimuli, d'écrans, de notifications, de rires faux et de dopamine bon marché. Et le pire n'est pas que tu sois enfermé. Le pire, c'est que tu fermes toi-même la porte chaque matin. Personne ne te force à perdre ton temps. Personne ne te met un pistolet sur la tête pour que tu consommes du contenu vide pendant des heures. Tu le fais seul, et tu le justifies avec des phrases comme « c'est juste un moment »,« je commence demain », « j'ai besoin de me déconnecter ». Mais tu te déconnectes de toi-même, de ton esprit, de ton but. Et plus tu le fais, plus la discipline pourrit, plus ta force s'endort, plus ta capacité à changer se flétrit. Cette vidéo ne vient pas te donner de l'espoir. Elle vient te montrer le mal que tu te fais. Parce que oui, tu es le problème. Tu décides ce que tu vois, ce que tu fais, ce que tu remets à plus tard. Tu choisis si tu passes la journée à entraîner ton caractère ou à le détruire avec des futilités. Et si ta vie aujourd'hui n'a pas d'ordre, si tu ne progresses pas, si tu es coincé, ce n'est pas parce que le monde t'a trahi, c'est parce que tu t'es trahi. Chaque distraction était une trahison, chaque excuse, une reddition. Chaque jour gaspillé, un acte de lâcheté déguisé en « je vais bien ». Ce que je dis te dérange? Parfait. Parce que l'inconfort est le premier pas vers l'éveil. Et cette vidéo n'est pas faite pour te faire sentir bien. Elle est faite pour te faire réagir, pour briser cette bulle d'auto-tromperie dans laquelle tu t'es enfermé. Pour que tu comprennes, une fois pour toutes, que la discipline n'est pas une option, c'est une nécessité. Que le contenu que tu consommes façonne ton destin. Que ton temps vaut plus que tout le divertissement du monde. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce qui suit n'est pas une motivation vide. Ce sont des leçons pratiques, stoïciennes, brutales et nécessaires, pour que tu commences à vivre avec intention, pas avec addiction, pour que tu prennes le contrôle et sortes enfin de cette cage que tu as toi-même construite. 1.
Coupe le flux de déchets qui nourrit ton esprit. Ton esprit est comme une maison avec les fenêtres ouvertes en plein milieu d'une tempête de déchets. Il n'y a pas d'air frais, pas de lumière, seulement des papiers sales qui volent, des cris, des images déformées, des opinions sans sens. Chaque vidéo absurde que tu regardes, chaque mème sans valeur, chaque polémique que tu consommes par inertie est un sac de déchets qui se faufile par ces fenêtres. Et tu ne te contentes pas de ne pas les fermer. Tu t'assieds confortablement sur le canapé, laissant tout ce chaos remplir ton espace intérieur sans résistance. Ensuite, tu te demandes pourquoi tu ne peux pas te concentrer, pourquoi tu es anxieux toute la journée, pourquoi tu ne peux pas penser clairement. Ce n'est pas un mystère, c'est une conséquence. Ce que tu consommes te consume. Aussi simple que cela. Tu ne peux pas remplir ta tête de bruit et espérer avoir la paix. Tu ne peux pas passer des heures à regarder des stupidités et croire que ton esprit va fonctionner avec ordre. Parce que le contenu que tu laisses entrer est celui qui finit par construire ton dialogue interne. Tes idées, ta façon de penser, même tes émotions sont façonnées par ce que tu vois tous les jours. Et si ce que tu vois ne te construit pas, il te détruit. Il n'y a pas de juste milieu. Le stoïcisme n'est pas seulement résister à la douleur. C'est choisir avec rigueur ce que tu permets d'entrer dans ton monde. C'est comprendre que ton esprit a besoin de discipline, pas de dopamine. Que tu as besoin de silence, pas de distraction. Et cela commence par couper à la racine le flux constant de déchets que tu as normalisé. Je ne parle pas seulement des réseaux sociaux, je parle de conversations vides, de polémiques inutiles, de divertissements qui t'endorment. Le stoïcien ne rejette pas la technologie, mais il filtre ce qui lui est utile. Il utilise les outils, il ne devient pas esclave d'eux. Il observe, mais ne se laisse pas entraîner. Il pense avant de réagir. Le stoïcien s'entraîne comme un guerrier, et un guerrier ne nourrit pas son esprit avec des restes. Fais un audit brutal de ce que tu consommes. Mesure ton temps avec honnêteté. Demande-toi, est-ce que cela m'apporte quelque chose? Est-ce que cela me rapproche de ce que je veux construire? Si ce n'est pas le cas, élimine-le. Ne le justifie pas. Ne le déguise pas. Ne te trompe pas en disant que c'est juste pour aujourd'hui. Parce que ce juste pour aujourd'hui est ce que tu répètes chaque jour pendant que ta vie se dégrade en choses qui ne valent rien. Et tu le sais. Au fond, tu le sais. Mais tu préfères t'anesthésier avec des stimuli faciles plutôt que de faire face au silence de ton propre esprit. Ici, nous ne venons pas pour décorer la vérité, nous venons pour la voir telle qu'elle est. Tu décides si tu continues à te nourrir de déchets et ensuite à te plaindre des résultats, ou si tu prends une décision radicale et reprends le contrôle. Parce que oui, tu peux vivre avec plus d'ordre, tu peux entraîner ton attention, tu peux renforcer ton esprit. Mais d'abord, tu dois arrêter de le salir, ferme les fenêtres, éteins le bruit, choisis avec précision, prends soin de ce que tu laisses entrer. Parce que ce qui entre reste, et si tu ne le choisis pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et crois-moi, le monde ne se soucie pas de ta clarté mentale. Il se soucie de ton attention, de ton temps, de ton clic. Mais tu n'es pas ici pour être une marchandise, tu es ici pour te réveiller. Alors commence par nettoyer ta maison mentale, et ne le fais pas demain. Fais-le aujourd'hui, maintenant. Parce que chaque minute que tu laisses passer est un autre sac de déchets qui entre sans permission. 2. Arrête de blâmer le monde et prends tes responsabilités. Blâmer le monde, c'est comme être sur un champ de bataille, immobile, pointant du doigt l'ennemi pendant que tu saignes. Tu peux crier autant que tu veux, tu peux te plaindre des conditions, du climat, des armes que tu n'as pas, des alliés qui ne sont pas arrivés. Mais le saignement continue. Et tu ne fais toujours rien. C'est la vie de beaucoup de gens, blessés par leurs propres décisions, mais rejetant la faute sur les autres pour ne pas assumer leurs responsabilités. Ils pensent que le système, leurs parents, la chance, le pays, les opportunités, le passé sont à blâmer. Tout sauf eux. Tout sauf leurs décisions quotidiennes. C'est ainsi qu'ils se justifient pour ne pas changer. Mais la vérité ne s'adapte pas à tes excuses. La vie n'attend pas que tu te sentes prêt.
Pendant que tu te victimises, les autres avancent. Pendant que tu pleures pour ce qui t'est arrivé, les autres font quelque chose avec ce qu'ils ont. Et la différence n'est pas dans ce qui leur est arrivé, mais dans la façon dont ils ont réagi. C'est ça, la véritable liberté. Ne pas choisir ce qui t'arrive, mais décider de ce que tu fais avec. Et toi, si tu veux être libre, tu dois commencer par arrêter de blâmer tout ce qui t'entoure. Le stoïcisme ne consiste pas à s'apitoyer sur soi-même. Il consiste à prendre ses responsabilités, à regarder la réalité en face et à dire « cela dépend de moi ». Tu n'as peut-être pas le contrôle de ce qui s'est passé, mais tu as le contrôle de ce que tu fais maintenant. Et cela change tout. Parce qu'une fois que tu assumes que ta vie est le résultat de tes choix, tu arrêtes de perdre du temps à chercher des coupables et tu commences à utiliser ce temps pour agir. Personne ne viendra te donner la permission de t'améliorer. Personne ne te donnera de l'autodiscipline. Personne ne te réveillera chaque matin avec un sens. Cela ne vient que lorsque tu assumes la responsabilité. Ne confonds pas responsabilité et culpabilité. La culpabilité, c'est rester coincé dans le passé, te flageller pour ce que tu as fait ou n'as pas fait. La responsabilité, c'est reconnaître que, à partir d'aujourd'hui, tu as le pouvoir de décider différemment. Que tu ne peux plus continuer à pointer du doigt le monde pendant que tu t'enfonces. Parce que c'est toi qui le fais. Personne ne t'oblige à regarder du contenu vide. Personne ne t'empêche de lire, d'apprendre, de t'améliorer, de te lever tôt. Personne ne te met la médiocrité dans la bouche. Tu la manges seul. Le plus facile est de chercher à qui jeter la faute. Le plus difficile est de se regarder dans le miroir et de dire « Je suis ici à cause de ce que j'ai permis. Mais je peux aussi sortir d'ici si je commence à me permettre autre chose. » C'est là que se trouve le tournant. C'est là que se trouve la véritable transformation. Il ne s'agit pas de motivation. Il s'agit de prendre les commandes, d'être brutalement honnête avec toi-même, d'arrêter de pleurer pour les cartes qui t'ont été distribuées et de commencer à bien jouer la main que tu as. Ne te compare pas, ne te justifie pas, n'attends pas que le monde change pour que tu changes. Prends tes responsabilités, parce que personne d'autre ne le fera. Tu décides si tu continues à être l'esclave de ton histoire ou l'auteur de ce qui suit. Et si tu n'aimes pas ta situation actuelle, ne regarde pas à l'extérieur. Regarde ce que tu fais tous les jours. Regarde tes habitudes, ton environnement, tes pensées. Parce que c'est là que se trouve la racine. Et si tu n'es pas prêt à l'arracher, alors ne te plains pas du fruit. Alors oui, prends tes responsabilités. Parce que c'est le seul chemin qui mène à la liberté. Et la liberté, mon ami, ne s'hérite pas. Elle se construit. Avec de l'action, avec de la responsabilité, avec du caractère. 3. Protège ton temps comme si c'était ta vie, parce que c'est le cas. Si quelqu'un entrait chez toi tous les jours et prenait des billets de ton portefeuille sans demander la permission, tu l'arrêterais. Si quelqu'un volait ta nourriture dans ton assiette, tu le confronterais. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus précieux qu'on te prend, et tu ne fais rien. Ton temps. On te le vole en silence, déguisé en divertissement, en urgence, en prétendue connexion. Chaque notification qui t'interrompt, chaque conversation qui ne mène nulle part, chaque minute que tu prends pour acquise est une autre attaque silencieuse. Et tu ne fais pas que ne pas l'arrêter, tu l'applaudis, tu l'invites. Tu le normalises, tu vis comme si l'horloge n'avait pas d'importance, comme si tu allais toujours avoir demain, comme si ta vie ne se décomposait pas minute par minute. Mais le temps ne se récupère pas, il ne se stocke pas, il ne se renouvelle pas, il se dépense. Et chaque seconde que tu utilises pour quelque chose qui ne te construit pas est une seconde que tu voles à ce qui compte vraiment. Ton focus, ta croissance, tes objectifs, ton bien-être. Il ne s'agit pas de remplir chaque heure avec une productivité vide. Il s'agit de comprendre que ton temps est ta ressource la plus sacrée, que ce que tu fais avec lui définit qui tu es. Et si tu le donnes par habitude, par peur d'être laissé de côté, par besoin de distraction, alors tu vends ta vie pour des miettes. Les stoïciens le savaient bien. Ils disaient que ce n'est pas que nous avons peu de temps,
mais que nous en gaspillons beaucoup. Et ils avaient raison. Tu n'as pas besoin de journées plus longues, tu as besoin de présence, de clarté et de décision. Tu as besoin de protéger ton temps comme un soldat protège sa forteresse, parce que tout ce qui t'entoure est en compétition pour lui. Les réseaux veulent ton attention, les médias veulent tes émotions, d'autres veulent ton énergie, mais personne ne le valorise comme tu devrais le faire. Parce que seul toi sais combien il te coûte de te concentrer, combien la procrastination te pèse, combien de fois tu as senti que la journée s'est écoulée sans que tu aies fait quoi que ce soit d'important. Protéger ton temps ne signifie pas devenir antisocial, c'est devenir conscient. C'est apprendre à dire non, à te déconnecter sans culpabilité, à t'organiser avec intention. C'est regarder ton calendrier et voir un reflet de tes priorités, pas un chaos d'engagement que tu n'as pas choisi. C'est revoir à quoi tu consacres tes heures et avoir le courage d'éliminer ce qui n'ajoute rien. Parce que si tu ne diriges pas ta journée te consomme. Et ainsi passent les semaines, les mois, les années. Tu te jures que tu te concentreras un jour, que tu le feras quand tu auras plus d'envie, plus d'énergie, plus de stabilité. Mais ce un jour n'arrive jamais. Parce que le temps n'attend personne, il passe simplement et il t'entraîne avec lui, que tu le veuilles ou non. Pose-toi cette question inconfortable. À quoi utilises-tu ton temps? Peux-tu le regarder avec fierté? Ou est-ce que ça te fait mal de réaliser combien d'heures tu as enterrées dans des choses qui ne valent rien? Cette honnêteté est nécessaire, parce qu'il n'y a pas de changement sans vérité. Et la vérité est que si tu continues à donner ton temps comme si ça n'avait pas d'importance, tu te réveilleras un jour sans énergie, sans motivation et sans direction, te demandant comment tu es arrivé là. Le temps, c'est la vie. Ne l'oublie pas. Et celui qui ne protège pas son temps perd sa vie sans s'en rendre compte. Alors décide. Soit tu continues à vivre en automatique, soit tu élèves un mur entre toi et les distractions qui te consomment. Parce que dans cette bataille, celui qui ne se protège pas se perd. Et tu n'es pas ici pour te perdre, tu es ici pour prendre le contrôle. 4. Nourris ton esprit comme si ton avenir en dépendait. Ton esprit est comme un champ fertile. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Mais si tu le laisses à l'abandon, si tu le remplis de déchets au lieu de nutriments, la seule chose qui poussera sera des mauvaises herbes, des idées faibles, des croyances limitantes, des pensées répétitives qui ne mènent nulle part. La plupart des gens vivent avec un terrain mental infesté de mauvaises graines, et pourtant, ils espèrent récolter des fruits. Ils espèrent de la clarté, de la concentration, un but, mais ils sèment la paresse, la distraction et le bruit. Ils nourrissent leur esprit avec ce qui est le moins cher, le plus facile, le plus immédiat. Et ils sont surpris lorsque leur vie est remplie d'anxiété, de confusion et de manque de direction. On ne peut pas construire un avenir solide avec un esprit faible. Et un esprit faible est le résultat d'années de négligence. D'avoir choisi le divertissement plutôt que l'éducation, d'avoir préféré les mêmes aux livres, les potins aux idées, les polémiques à la sagesse. Le problème n'est pas seulement ce que tu consommes, mais comment cela te forme. Car chaque chose que tu laisses entrer te transforme. Elle façonne ta façon de voir le monde, de penser, de réagir. Et si ce n'est pas toi qui choisis quoi nourrir, alors le monde le fera pour toi. Et le monde ne te donnera pas ce dont tu as besoin, seulement ce qu'il vend, seulement ce qui divertit, seulement ce qui endort. Les stoïciens étaient sélectifs avec ce qu'ils laissaient entrer dans leur esprit. Ils savaient que la sagesse se construit avec discipline, qu'un esprit fort ne naît pas du confort, mais de l'effort quotidien pour se nourrir de ce qui est juste. Lecture, réflexion, écriture, dialogue profond. Ils ne remplissaient pas leur temps avec du bruit, ils l'utilisaient pour construire la pensée. Et toi, si tu veux arrêter de vivre à la merci de tes impulsions, si tu veux avancer avec clarté, tu dois faire la même chose. Tu dois faire de la nourriture mentale une priorité, pas une option occasionnelle. Prends la responsabilité de ce que tu consommes. Parce que si tu ne prends pas soin de ton esprit, personne d'autre ne le fera. Lis tous les jours, même un peu.
Réfléchis à ce que tu vois, filtre l'information, choisis avec discernement. Tout ce qui est populaire n'est pas utile. Tout ce qui est viral ne te fait pas du bien. Ton avenir dépend de ta clarté mentale, et ta clarté dépend de ce que tu sèmes chaque jour. Tu ne peux pas continuer à nourrir ta tête avec des futilités et espérer des résultats extraordinaires. C'est de l'auto-tromperie, c'est vivre en contradiction. Et non, tu n'as pas besoin d'être un génie pour commencer. Tu as besoin de constance, tu as besoin d'une soif de vérité, tu as besoin de couper le régime de contenu vide et de commencer à te nourrir d'idées qui te défient, qui te secouent, qui t'élargissent. Parce qu'au final, il ne s'agit pas d'accumuler des données, il s'agit de changer la façon dont tu penses. Et cela n'arrive que lorsque tu te nourris de contenu qui a du poids, de mots qui te forcent à grandir, de connaissances qui te rendent le contrôle sur toi-même. La plupart des gens ne échouent pas par manque d'intelligence, ils échouent par manque de direction. Et la direction se construit en nourrissant bien l'esprit. Alors, regarde-toi avec honnêteté. Qu'est-ce que tu laisses entrer? Qu'est-ce que tu cultives dans ton champ mental? Si ce que tu sèmes n'a pas de valeur, n'attends pas que ta vie en ait. Parce que ce qui semble inoffensif aujourd'hui sera la limite que tu ne peux pas franchir demain. Et ce qui semble difficile aujourd'hui sera la force qui te soutient demain. Nourris ton esprit comme si ton avenir en dépendait, parce qu'il en dépend. Et si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Mais tu n'aimeras pas le résultat. 5. Réveillez-vous chaque jour avec une intention claire. Se réveiller sans intention, c'est comme monter dans un train sans savoir où il va. Vous vous asseyez, regardez par la fenêtre, le paysage change, mais vous n'avez aucune idée de si vous vous rapprochez ou vous éloignez de ce qui compte vraiment. Vous êtes juste en mouvement, et comme le train avance, vous pensez que vous aussi. Mais non, vous vous laissez porter. Et c'est la différence entre vivre avec un but ou vivre à la dérive. La plupart des gens n'ont pas une mauvaise journée, ils ont un cap inexistant. Ils se lèvent parce que le corps ne peut plus dormir, pas parce que l'esprit est dirigé. Ils se traînent dans la routine, sans intention, sans concentration, sans clarté. Et puis ils se demandent pourquoi ils n'avancent pas. Une vie puissante ne se construit pas par accident. Elle se construit à partir de la première pensée de la journée. Car ce que vous faites dans la première heure du matin définit le ton de tout le reste. Si la première chose que vous faites est d'ouvrir les réseaux sociaux, de vérifier les messages, de vous immerger dans le bruit extérieur, alors vous donnez votre journée avant de commencer à la vivre. Ce n'est plus vous qui commandez, c'est le monde qui décide pour vous. Et vous devenez une réaction. Pas une cause, pas une direction, juste une réponse automatique à tout ce qui apparaît. Le stoïcien ne commence pas la journée en espérant que quelque chose le motive. Il commence la journée en se rappelant qui il est et pourquoi il fait ce qu'il fait. Il ne laisse pas au hasard son énergie ni sa concentration. Il s'assoit avec lui-même et se demande « Qu'est-ce que je veux construire aujourd'hui? Qu'est-ce qui dépend de moi? Quel principe guidera mes décisions ?» Cette clarté est ce qui lui donne de la force. Car quand vous savez ce que vous cherchez, tout s'aligne. Vous savez quoi ignorer, vous savez quoi repousser, vous savez quoi défendre. Vivre sans intention est le chemin le plus court vers la stagnation. Peu importe combien vous vous efforcez, si vous ne savez pas vers où vous vous dirigez. Vous pouvez courir toute la journée et finir au même endroit. C'est pourquoi vous devez vous donner cet espace chaque matin. 5 minutes pour aligner votre esprit avec votre but. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas mystique, c'est une décision. C'est choisir de commencer la journée avec vous, pas avec le monde. C'est écrire vos objectifs, revoir vos valeurs, visualiser le caractère avec lequel vous voulez agir. Pas pour vous sentir bien, mais pour être prêt quand les distractions arrivent, quand les doutes apparaissent, quand la routine essaie de vous absorber. Il ne s'agit pas d'avoir une vie parfaitement planifiée, il s'agit d'avoir un esprit éveillé, un esprit qui ne se laisse pas emporter par l'impulsion, par le bruit, par l'inertie. Parce que si vous ne décidez pas comment vivre votre journée, d'autres le feront pour vous, et leurs priorités ne sont pas les vôtres. Leurs urgences ne construisent pas votre vie.
elles la remplissent seulement d'interruptions. Faites de chaque matin une ancre, un moment sacré avec vous-même, pas pour penser à ce qui vous manque, mais pour vous rappeler ce que vous construisez. Cette clarté, répétée jour après jour, est ce qui forge le caractère. Et quand votre caractère est aligné avec votre intention, vous n'avez pas besoin de motivation. Vous avez une direction. Vous avez de la force. Vous avez un but. Ne vous réveillez pas juste pour vous réveiller. Réveillez-vous pour prendre le contrôle. Parce que si vous ne décidez pas qui vous êtes chaque matin, vous finirez par être n'importe quoi. Et vous n'êtes pas ici pour être un de plus. Vous êtes ici pour laisser une trace. Et cela commence dès que vous ouvrez les yeux. N'attendez pas que le monde vous donne une raison. Donnez-la vous-même. Depuis le début, chaque jour, sans faute. 6. Remplace la motivation par la discipline et rends-le réel. La motivation est comme une allumette allumée au milieu d'une tempête. Elle brille avec force quelques secondes, te réchauffe brièvement les mains, mais dès que le vent souffle, elle s'éteint. Et te voilà de nouveau dans l'obscurité, à la recherche d'une autre allumette, d'une autre étincelle, d'un autre élan émotionnel qui te fasse bouger. C'est ainsi que vit la majorité, dépendant de brefs moments d'enthousiasme, pris dans un cycle de départs intenses et d'abandons honteux. Ils commencent avec force et finissent sans finir. Ils s'enthousiasment pour des idées, mais n'ont pas de constance dans l'action, parce qu'ils confondent vouloir et faire. Et la vie ne change pas par le vouloir, elle change par la construction. Et cela s'appelle la discipline. La discipline n'est pas belle, elle n'est pas excitante, elle ne te donne pas de papillons dans l'estomac, ni de phrases motivantes à publier. La discipline est silencieuse, elle est inconfortable. C'est choisir de faire ce qui est juste quand personne ne te voit, quand tu n'as pas envie, quand tout en toi veut t'abandonner. Mais c'est là que commence le changement, non pas au moment de l'inspiration, mais au moment de la fatigue, du doute, de la paresse, parce que ce que tu fais dans ces moments définit qui tu es vraiment. Le reste n'est que apparence. Les stoïciens l'ont compris dès le début, ils n'attendaient pas de se sentir motivés pour agir, ils agissaient parce que c'était ce qui devait être fait. Leur force ne venait pas des émotions du moment, mais de leur engagement envers le devoir, le principe, le chemin. Et c'est la différence entre celui qui change sa vie et celui qui ne fait que fantasmer à ce sujet. Celui qui change n'attend pas que le désir lui vienne. Il sait que le désir est volatile. Il sait qu'il ne peut pas lui faire confiance. Alors il construit des routines, il construit des habitudes, il construit du caractère. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de système, tu as besoin de structure, tu as besoin de t'engager dans les actions, pas dans les émotions, parce que les émotions changent. Aujourd'hui, tu veux t'améliorer, demain tu veux juste te reposer. Aujourd'hui, tu es inspiré, demain tu ne veux pas te lever. Et si tu te laisses gouverner par cela, ta vie sera une montagne russe, sans contrôle, pleine de débuts prometteurs et de fins décevantes. Change cela. Décide aujourd'hui que tu vas faire ce qu'il faut, même si tu n'en as pas envie. Et si tu réussis à le répéter assez de fois, l'envie viendra ensuite. Mais elle ne sera pas nécessaire. Parce que tu auras fait de l'habitude ton moteur. N'attends pas non plus des résultats immédiats. La discipline est un investissement lent. Elle n'est pas spectaculaire au début. En fait, au début, elle fait seulement mal. Elle te fatigue, elle te frustre. Mais ce malaise est la preuve que tu sors du cycle de médiocrité dans lequel tu as été. Cette résistance interne est ton signal d'avancement. Parce que si tout était facile, tu resterais le même. La transformation exige de la friction. Et la discipline est ce feu constant qui te polit, qui te renforce, qui te rend fiable, même pour toi-même. Arrête de dire que tu ne peux pas être constant. Ce n'est pas vrai. Tu es constant avec tes excuses. Tu es constant avec tes distractions. Tu es constant avec tes routines inutiles. Alors, il ne s'agit pas de savoir si tu peux ou non. Il s'agit de savoir si tu es prêt à appliquer cette constance à ce qui compte. Personne ne va te forcer. Personne ne va te lever chaque matin. Personne ne va faire le travail à ta place. Alors soit tu te disciplines, soit tu te résignes. Et si tu te résignes, ne te plains pas. Rends-le réel.
plus de mots, plus de listes vides, plus de départs qui ne mènent nulle part. Décide, agis, répète. Tous les jours, c'est la formule, sans fioriture, sans magie. Juste toi, face à ta paresse, tes excuses, ton chaos, et en choisissant encore et encore ce qui te construit. C'est ça la discipline, et c'est la seule vraie sortie. 7. Si tu continues à être entouré de médiocrité, ne te plains pas du résultat. Vivre entouré de médiocrité, c'est comme marcher avec les pieds attachés à des sacs de sable. Peu importe combien tu essaies d'avancer, quelque chose te tire toujours vers le bas. Tu ne le remarques pas au début parce que la charge est légère, tu t'y habitues. Mais avec le temps, ces sacs grossissent. Ils se remplissent d'habitudes étrangères, d'excuses partagées, de phrases répétées comme « il est normal de toujours échouer, personne n'a tout clair, profite sans trop penser ». Et un jour tu te réveilles avec l'esprit engourdi, sans motivation, sans direction, répétant les mêmes erreurs que tu entends tous les jours, parce que ce qui t'entoure te façonne. Et si tu t'entoures de personnes qui célèbrent la médiocrité, tôt ou tard, tu finiras par l'applaudir aussi. Il ne s'agit pas de se croire supérieur, il s'agit d'être conscient de son environnement, de comprendre que les personnes qui t'entourent affectent ta mentalité, tes décisions, tes normes. Si tout le monde autour de toi normalise la paresse, tu vas commencer à justifier la tienne. Si tout le monde se contente du minimum, tu vas voir l'effort comme exagéré. C'est une question de temps, parce que la médiocrité se déguise en confort, en appartenance, en acceptation. Et le pire, c'est que parfois tu préfères t'intégrer plutôt que d'avancer. Tu préfères ne pas déranger plutôt que de te démarquer. Tu préfères être un de plus plutôt que de faire face à la solitude de rompre avec la norme. Le stoïcisme est exigeant. Il te dit que si tu veux une vie de valeur, tu dois t'entourer de choses et de personnes qui le reflètent. Tu ne peux pas vivre avec concentration si tes conversations sont remplies de plaintes. Tu ne peux pas construire de discipline si tes amis ne célèbrent que les vendredis soirs. Tu ne peux pas te renforcer si ce que tu vois, ce que tu entends et avec qui tu partages ne fait que renforcer tes pires habitudes. Et cela ne signifie pas couper avec tout le monde. Cela signifie choisir. Choisir à qui tu donnes ton énergie, ton attention, ton temps. Parce que cela fait aussi partie de ton environnement. Ce n'est pas seulement l'endroit où tu vis. C'est l'air que tu respires tous les jours, c'est la mentalité que tu absorbes sans le remarquer, c'est l'énergie que tu échanges. T'entourer de médiocrité, c'est choisir de rester où tu es. Et ce n'est pas un hasard si chaque fois que tu essaies de t'améliorer, tu ressens de la résistance, des commentaires passifs-agressifs, des moqueries déguisées en blagues, des conseils mal intentionnés qui te poussent à nouveau vers la moyenne. Tout le monde ne veut pas que tu changes, parce que si tu le fais, tu leur montres ce qu'ils ne font pas. Et cela dérange. Alors, ils te poussent à revenir, à être le même qu'avant, à ne pas te démarquer. Mais tu ne peux pas continuer à baisser tes normes pour ne pas déranger. Tu ne peux pas continuer à être moins pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. Si tu le fais, tu renonces à ton progrès pour l'acceptation de personnes qui ne sont pas intéressées à grandir. Pose-toi une question directe. Les personnes que tu fréquentes le plus te poussent-elles ou te freinent-elles? T'inspirent-elles à être meilleur ou te tirent-elles toujours au même point? Parce que si ce que tu entends chaque jour est de la médiocrité, ne sois pas surpris si tes résultats le sont aussi. Personne ne construit une mentalité forte dans un environnement faible. Personne ne crée quelque chose de grand, entouré de personnes qui ne croient en rien. Sois sélectif. Peut-être que ça fera mal au début, peut-être que tu te retrouveras seul pendant un certain temps. Mais il vaut mieux être seul en construisant qu'accompagné en s'effondrant. Et quand tu changes ton environnement, l'environnement change avec toi. Ce que tu tolères aujourd'hui définit ce que tu permets demain. Alors, si tu ne veux pas rester coincé dans la médiocrité, commence par rompre avec elle, parce que personne ne grandit là où tout est justifié. Et tu n'es pas ici pour te justifier, tu es ici pour te surpasser. 8. Fais de chaque nuit un jugement honnête de ton chemin. Chaque jour est une bataille, et chaque nuit est le jugement.
Imagine-le comme un tribunal silencieux où tu es le seul présent. Sans masque, sans témoin, sans applaudissements. Juste toi, face à toi. La question est simple mais brutale. Aujourd'hui, as-tu vécu comme quelqu'un qui se respecte ou comme quelqu'un qui s'abandonne? La plupart évitent ce jugement. Ils préfèrent se distraire avant de dormir, s'anesthésier avec plus de contenu, plus de bruit, plus d'évasion. Parce que faire face à la vérité fait mal. Reconnaître qu'on a gaspillé un jour de plus n'est pas confortable. Mais celui qui ne s'évalue pas se répète. Et tu ne peux pas changer ce que tu n'es pas prêt à regarder en face. Le stoïcisme enseignait cette habitude comme partie centrale de la vie consciente. S'examiner chaque nuit n'était pas une pratique optionnelle, c'était un devoir. Parce que seul celui qui se regarde avec clarté peut se corriger, et celui qui se corrige grandit. Mais il ne s'agit pas de te juger avec haine, il s'agit de te regarder avec honnêteté, te demander si tu as été cohérent avec ce que tu dis vouloir, si tu as agi selon tes principes ou selon tes excuses, si tu as laissé le jour te traîner ou si tu l'as dirigé avec intention. Fais de la nuit un miroir, non pas pour te punir, mais pour te réveiller. Parce que si tu répètes tous les jours les mêmes erreurs sans réflexion, tu te condamnes à une vie qui ne change pas. Et c'est ce que fait la majorité. Ils s'endorment sans se poser de questions. Ils s'endorment en fuyant. Ils s'endorment avec la fausse paix de celui qui n'ose pas se confronter. Mais tu n'es pas venu dans cette vie pour échapper. Tu es venu pour te former, pour te renforcer, pour devenir quelqu'un qui peut se tenir au milieu du chaos. Et cela ne se fait pas sans auto-évaluation, sans inconfort, sans rendre des comptes à toi-même. Tu n'as pas besoin d'écrire un livre chaque nuit. Tu as juste besoin de te poser des questions réelles. Ai-je été discipliné? Ai-je été courageux? Ai-je reporté ce que je devais faire? Ai-je été fidèle à mon but? Ou me suis-je vendu pour le confort? Qu'ai-je appris aujourd'hui? Que puis-je faire mieux demain? Ces questions te réveillent de l'intérieur. Elles te sortent de la léthargie. Elles te rendent le contrôle. Et avec le temps, elles transforment chaque jour en une opportunité d'évolution. Parce qu'il ne s'agit pas de vivre parfait, il s'agit de vivre éveillé, présent, responsable. Et quand tu fais cela chaque nuit, quelque chose change. Ton esprit commence à s'organiser, ton caractère s'affine, ton sens de la direction se renforce. Tu ne vis plus en automatique, tu ne répètes plus sans réfléchir, tu n'es plus l'esclave de l'inertie, parce que tu sais qu'à la fin de la journée, tu vas te regarder en face, et cela te force à être réel, cela te force à prendre de meilleures décisions, à couper ce qui ne s'ajoute pas, à prioriser ce qui compte, parce que personne ne veut terminer la journée honteux devant lui-même. Et quand ce jugement devient une partie de ta vie, tu commences à exiger plus de toi-même, à te respecter plus, à grandir plus. C'est la clôture du cycle, la pratique qui transforme tout. Parce que tu peux lire, t'entraîner, te concentrer, te discipliner. Mais si tu ne te regardes pas chaque nuit avec sincérité, tu risques de t'égarer sans t'en rendre compte. Alors fais-le. Non pas comme une punition, mais comme un rituel, non pas comme une plainte, mais comme un engagement. Parce qu'à la fin de la journée, le silence le plus précieux n'est pas celui de l'extérieur, mais celui que tu as avec toi-même lorsque tu te demandes sans filtre, est-ce que tu vis comme quelqu'un qui mérite sa propre confiance? C'est le véritable message, que tu n'attends pas un changement de vie si tu n'es pas prêt à te confronter chaque nuit. Parce que c'est là, dans ce moment intime, où il est décidé si demain tu mérites d'avancer ou si tu te trahis encore une fois. Tu choisis. Et le miroir ne ment pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.